C'est bon? On nous entend? Vous nous entendez ou pas? OK, bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc c'est avec, une immense fierté et beaucoup d'émotion qu'on vous accueille ce soir, pour la toute première édition du concours, Voix d'oratrice. Ce soir, vous le savez, mais nous célébrons bien plus qu'un concours. Nous célébrons, la parole des femmes, leur force, leur talent, leur partage et leur audace. Il y a 1 an, 5 jeunes femmes passionnées d'éloquence ont décidé de créer cette association avec une ambition claire, offrir aux femmes une scène, un espace où leur voix ne serait ni interrompue, ni minimisée, mais pleinement entendue, écoutée et valorisée. Parce que prendre la parole, ce n'est pas simplement parler, c'est oser, c'est exister, c'est revendiquer sa place dans un monde où l'éloquence a longtemps été un privilège masculin. Dans un monde où trop souvent, les femmes ont dû se battre pour que leurs idées soient prises au sérieux, pour que leurs mots comptent. Ce soir, nous brisons une partie de ce plafond de verre. Nous ouvrons un champ de liberté, de créativité et de résonance. Car l'éloquence est l'outil d'un monde qui se réinvente, d'un monde qui reconnaît enfin la place de chacun et de chacune. Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ce soir pour entendre des oratrices au talent incontestable. Alors, mesdames, que vous soyez des jeunes filles ou des dames, peut-être qu'elles vous inspireront et que vous sauterez le pas pour vous inscrire à la 2e édition du concours d'éloquence. Mais plus généralement, peut-être que leurs voix vont résonner, vont vous éveiller ou peut-être vous bousculer. L'éloquence est une démonstration de style, mais ce n'est pas qu'une simple prise de parole non plus, c'est aussi une arme puissante. Car celles qui s'en dotent ont les moyens de changer la société. Alors à toutes les candidates, nous disons bravo et merci. Bravo de vous être approprié cette scène et merci de nous faire participer à cette aventure. Cette année, nous avons beaucoup de chance. Toutes les finalistes que vous voyez ici ont des personnalités remarquables et que toutes celles qui se tiennent ici ce soir soient fières de leur audace, de leur courage. Parce qu'à travers elles, ce sont nous toutes et nous tous qui nous levons. Alors oui, le verbe oser se conjugue au féminin. Alors, mesdames, messieurs, ce soir, vous allez non seulement écouter les voix de nos 8 finalistes, mais surtout entendre 8 femmes qui ont osé. Osé se montrer, osé s'exprimer, tout simplement osé dire non à l'autocensure de la parole des femmes en brisant les chaînes du silence. En un mot, elles ont brillé. Par leur force de leur prise de parole, elles ont su nous convaincre et nous persuader que parfois, il suffit de quelques mots pour penser les maux de notre société. Leur puissance oratoire préexistait avant leur engagement dans cette folie oratoire, mais elle n'a cessé d'accroître grâce aux 2 exceptionnelles formations dispensées par l'actrice, comédienne et formatrice d'éloquence Brigitte Formand. Merci à elle. Leurs profils sont diversifiés et intergénérationnels. Dans la catégorie des moins de 24 ans, nous vous présentons 4 candidates. Leila Yaïch, qui du haut de ses 17 ans, manie la langue de Molière avec virtuosité. Angela Quentin, étudiante à Sciences Po qui détient une maîtrise impressionnante de l'argumentation en vacillant entre métaphore et tonalité. Marion Hilaire, étudiante en double diplôme droit-histoire de l'art à la Sorbonne qui, malgré l'exigence de ses études, parvient à consacrer du temps et à nous offrir la richesse de ses réflexions en alliant avec grâce une maîtrise et une plume délicate d'une sensible profondeur. Solène Pifto, étudiante en agroalimentaire, qui se distingue par un subtil équilibre entre humour et sérieux, captivant ainsi son auditoire avec aisance. Dans la catégorie des plus de 24 ans, nous vous présentons également 4 candidates. Clara Casanafin, scientifique à l'Institut Pasteur qui parvient à faire relativiser les maux sociétaux, transformant chaque sujet en une réflexion pleine de sagesse et de bienveillance, tout en véhiculant un message d'espoir qui touche profondément son auditoire. Lisa Lesage, élève avocate qui sait conquérir l'espace qui lui est offert, captivant son auditoire par une présence magnétique et une plume d'une élégance rare où chaque mot semble choisi avec soin pour toucher l'âme
Nancy Geoffroy, scientifique à l'Institut Pasteur, a conquis le cœur du jury par la douceur de sa voix, mais c'est surtout la sincérité de ses discours qui a laissé une empreinte indélébile. Ses discours étaient un véritable hymne à la franchise et à la beauté de l'instant. Et enfin, Valentine Barnakian, étudiante en Master 2, droit des données, se distingue par l'élégance de sa plume, à la fois littéraire et poétique, où chaque mot semblait danser avec grâce et chaque phrase résonnait comme une mélodie subtile. Bonsoir. Alors, nous nous adressons à vous, chers finalistes. Ce soir, vous n'êtes pas simplement des participantes lambda, vous êtes les pionnières d'un projet que nous espérions voir s'inscrire dans l'histoire de l'éloquence. Cette soirée d'exception sera donc un moment suspendu, où dans cet amphithéâtre, les mots résonneront avec toute leur ampleur. Et pour cause, ce soir n'est pas un soir comme les autres pour nous. C'est une date symbolique à plusieurs égards. Il y a un an, jour pour jour, naissait l'association Voix d'Oratrice. Ensuite, cette finale intervient quelques jours à peine après la Journée internationale des droits des femmes. Et enfin, voilà déjà un mois que s'est ouvert le premier tour de ce concours, où les voix de toutes ces participantes se sont élevées et où leurs esprits se sont confrontés. Pour cette grande finale, nous avons donc l'honneur de compter sur un jury d'exception, composé de grandes personnalités au parcours tout aussi inspirant. Je vous prie donc d'accueillir chaleureusement Anne Durez, ancienne avocate et présidente de l'association Femmes de loi, Femmes des sections. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Nous recevons ensuite Lou de Rouen, passionnée d'éloquence et de poésie, finaliste de multiples concours d'éloquence. Ensuite, nous accueillons Alexia Leron, responsable de la Maison des femmes et chargée de mission égalité et droits des femmes de la ville de Pantin. Nous accueillons ensuite Capucine Grandjean, chargée de recherche à l'INSERM et basée à l'Institut Pasteur, où elle s'intéresse aux mécanismes d'action des immunothérapies. Et enfin, Rachel Torché, lead UX et experte en conception d'interfaces web pour de divers outils scientifiques. Enfin, nous souhaitons remercier nos deux prestigieux intervenants, Lou Desrouans et Pierre Faury, qui nous font l'honneur de leur présence. Nous aurons la chance d'entendre leurs fameuses prestations, et ce sera à la fin de la prestation de nos finalistes. À toutes et à tous, bienvenue. Que cette soirée soit à la hauteur de nos ambitions pour Voix d'Oratrice, et que la meilleure d'entre nos participantes gagne en faisant résonner sa voix dans ce si bel amphithéâtre. Alors, qu'elle pousse sa voix au sommet, que l'éloquence commence et que la meilleure l'emporte. Je vous remercie. Donc nous allons désormais laisser la place à nos chers finalistes qui vont s'affronter tour à tour. Pour faire un petit rappel des règles, donc, nous avons imposé des sujets avec une position déterminée, donc il y a positive ou négative. Et nous commencerons avec le sujet Femmes au volant, gare au tournant, avec Leïla, puis Marion Hiller. Regardez celle qui vous a mis au jour et osez affirmer qu'elle n'est pas celle qui tient les manettes. Mesdames, messieurs, mais surtout mesdames, ceci vous est destiné. Qu'il est doux d'entendre encore résonner ces soi-disant maximes d'un âge passé, oui, ce refrain d'un monde tremblant, effrayé d'un fait, pourtant inné depuis des années. Femme au volant, gare au tournant. Femme au volant, nouvel élan. Nous avons longtemps été passagères, cantonnées au siège d'à côté.
réduite à suivre un chemin que d'autres nous avaient tout tracé. Rêveuse, amoureuse, mariée, puis femme au foyer, j'ose espérer que tout cela est désormais terminé. Femme, tu tiens le volant, femme, tu es moteur dans ce film de tyran. Quant à moi, je m'engage dans ce virage avec la fougue de toutes celles qu'ils ont voulu stopper. Oui, nous sommes Amazones, sirènes, toutes celles dont nous avions peur du règne. Car, oui, femmes, nous devons récupérer ce qu'ils nous ont promis hier. Soyons armés. Il nous faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car nous avons 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins de miracles. Mais notre victoire aura alors 2 fois plus de goût, car il faudra qu'on prenne 3 fois plus de coups. Olympe, Simone, Gisèle et message à nos Américaines, nous leur faisons peur. Ils peuvent être oppresseurs, mais nous serons patronnes. Messieurs, quant à vous, dans la salle, tremblez. Tremblez non pas de voir une femme conduire, mais de la voir foncer, librer, la tête baissée. Tremblez, car au prochain tournant, c'est peut-être vous qui serez dépassés. Elles sont tant à ne plus vous écouter, tant à s'engager, tant présentes au quotidien. Aussi, n'oubliez pas, cette société a certes su enchaîner nos corps, museler nos voix, briser nos ailes, quitte à nous lâcher sur le bas-côté. Mais homme, cette vie, c'est moi qui te l'ai donnée. Mes souffles ont nourri tes premiers cris, mes bras t'ont porté avant que tu ne portes l'épée. Homme, je ne te renie pas. Non, ne te mets pas à genoux, mais simplement sur un même pied d'égalité. Mère folle alliée, prête à tout léguer à ses enfants bien-aimés, fille qui, à force de conviction, développe de l'ambition, femme qui ne doute plus de sa légitimité. Prenons exemple face à toutes celles qui ont su déterminer leur destinée. France, toi, je te remercie. Merci de nous avoir laissé nous lever, même s'il est fallu que l'on se rebelle. Depuis que les femmes sont mieux intégrées, je pense que vous l'avez remarqué, notre société ne cesse d'évoluer. Quand une mère élève, c'est l'avenir qu'elle bâtit. Quand une fille apprend, c'est tout un peuple qui grandit. Quand une femme s'impose, c'est la justice qui fleurit. Lorsqu'elles vont de l'avant, c'est le monde qui prospère. Ici, à l'Institut, elles sont plus de la moitié. Là-bas, au tribunal, près des 3/4. Ailleurs, à l'Assemblée, malheureusement, il nous reste encore une marge à abreuver. Cependant, une chose est sûre, lorsqu'une femme s'engage, elle sait s'imposer. Cresson, Borne, Pécresse, Veil, Simonet, Hidalgo, Pivet, je ne vais pas toutes vous les citer, mais peu importe notre bord, on ne peut pas leur retirer leur légitimité. Depuis Germaine Poinçot-Chapuis, la première au titre de ministre d'un gouvernement français, bien qu'elle fût oubliée depuis 1947, le ministère de la Santé ne l'aura jamais oubliée. Et c'est même Veil qui lui aura succédé, prouvant ainsi que oui, les femmes ont leur place au sommet. Cependant, il nous a fallu tant d'années de lutte pour pouvoir accéder à ces droits pourtant innés. Ton corps, mon choix, ont-ils crié à l'étranger. Mais quelle phrase lourde de sens et d'absurdité. Ce slogan qui résonne comme un écho de vos soi-disant lois sur nos libertés, de votre soi-disant pouvoir sur nos corps. Il faut l'admettre, ailleurs, certaines femmes sont privées de tout droit, que ce soit de parler, d'étudier ou bien même d'être écoutées. Alors oui, ce monde, moi, je le vois d'ores et déjà déraillé. Mais qu'ils se tiennent prêts, car on ne risquera pas de les abandonner, oui, nos sœurs, d'ici et d'ailleurs. Femme au volant, gare retournant, mais cette fois-ci, ce n'est pas elle qui risque sa vie. Ce n'est pas l'homme qui est effrayé par sa destinée, c'est le monde qui n'est pas prêt à ce qui va lui arriver. Si habitué à être maltraité, critiqué, jugé, ce monde n'est pas prêt au tournant dans lequel il est en train de s'engager.
Elle fonce, sans peur, défiant le vent, le tournant, elle n'en a rien à faire. Ce qui l'agace, ce sont ceux qui roulent sûrs de leur pouvoir, pensant que la route leur appartient. Pour elle, ce sont des rois déchus, qui de leur fierté n'ont jamais vu l'issue. Elle n'a peur de rien, ni de personne, elle double sans trembler, sans aucune frayeur, ceux qui rêvent qu'on se soumette à eux. Autrement dit, nos mères qui refusent que des, je cite, des connards en grosse BMW leur marchent dessus. J'ai ce genre de femme en modèle, mais pourtant, ailleurs, on m'a toujours prévenu que dans ce monde, la prudence doit être incluse. On m'a toujours prévenu, ne ris pas trop fort, ne parle pas trop haut, ne sois pas trop belle, trop libre, trop forte. Il faut faire attention. Le danger te guette à chaque tournant, et ce, parce que tu es une femme. On m'avait dit que les regards ne viennent pas seuls, que le mal n'existe que si je l'appelle, que si la rue te suit de sifflets et de murmures, c'est que ta robe était trop frêle, ton pas trop assuré. Et puis un jour, t'as mise au volant. Et là encore, t'as dit de ne pas aller trop vite, trop loin, de rester prudente face au tournant. Femme au volant, gare au tournant, pas parce que la route est dangereuse, mais parce qu'ils veulent empêcher la femme d'avancer sous prétexte de la protéger. En disant de faire attention, ils n'interdisent rien. Ils font croire qu'ils se font du souci. Pas d'interdiction explicite, mais une invitation à l'autocensure. Lorsque les femmes, elles-mêmes, façonnées par des siècles de discours oppressifs, deviennent gardiennes de leur propre immobilité, pour nous protéger, ne prenons pas le volant. Mais ce qu'il faut craindre, ce n'est pas le danger derrière le tournant, mais le contrôle. Il faut prendre garde à ceux qui en veulent à nos droits. Il faut prendre garde au monde qui redoute notre révolution. Si tu accélères, si tu oses doubler, si tu prends ce virage avec l'élan de celles qui n'ont plus peur, tu renverseras les murs qu'ils ont érigés. Alors, mesdames, prenez ce virage sans faire attention. Tenez ce volant fermement entre vos mains et envoyez la prudence mal placée se faire voir. Ce qui est désigné comme un risque n'est en réalité qu'un prétexte au contrôle. Ils ont voulu nous faire croire que la prudence était notre meilleur allié. Ils disent ralentis, ils veulent immobilise-toi, ils prétendent prudence, ils imposent soumission. Mais regardez autour de vous, toutes celles qui ont obéi, celles qui ont ralenti, elles ne sont pas en sécurité. Le danger, ce n'est pas de prendre le tournant, d'aller vite, de dépasser, mais la répression qui s'abat sur celles qui osent. En Afghanistan, à Kaboul, les femmes l'ont compris. Le danger, ce n'est pas la nudité, c'est l'arrestation. Le danger, ce n'est pas de conduire, c'est qu'on te l'interdise. Le danger, ce n'est pas de parler, c'est qu'on te réduise au silence. Le véritable danger n'est pas dans le virage, mais dans ceux qui vous disent qu'il faut ralentir. Le tournant n'est qu'une excuse. La vraie menace, c'est ceux qui veulent vous faire croire que vous ne pouvez pas accélérer. Gare à ceux qui vous disent attention. Donc bravo Marion et Leïla, et nous allons enchaîner avec le sujet Dieu est-il une femme, avec Angela Quentin à la positive et Solène Pifto à la négative. Mesdames et messieurs, membres du jury, cher public et bien sûr, chers membres de l'opposition. Imaginez-vous un instant une histoire.
Une histoire dans laquelle l'ambition se heurte à une image étriquée de la femme. Un récit dans lequel on dit aux petites filles « C'est un homme qui a créé la vie sur Terre, c'est un homme qui s'est sacrifié, c'est un homme qui t'a permis d'exister. » Alors ne cesse jamais de le remercier. Une histoire dans laquelle les petites filles ne sont pas les héroïnes. Vous l'avez compris, cette histoire, c'est la nôtre. Ces petites filles devenues femmes, ce sont vous et moi. Il nous en a fallu de l'ambition pour arriver là, mais surtout, il nous en faudra encore pour écrire la suite de l'histoire. L'écrire à notre manière, à travers la plume d'une femme. Enfin, regardez-vous. Femme, n'êtes-vous pas l'Aphrodite des temps modernes, incarnant à la fois amour, beauté et sagesse? C'est évident, n'est-ce pas? Alors pourquoi le nier? Dieu est une femme. La preuve, elle est là, juste devant vos yeux. La femme, c'est être suprême, omnipotent et vénéré. Tant de mots masculins, pourtant de réalité au féminin. Elle a traversé les âges, bravé les interdits, défié les obstacles. Elle a offert son corps, son âme, parce que créatrice, elle a donné vie. Et à qui? À l'espèce la plus ingrate, l'humain. L'humain qui refuse de voir ce que l'évidence lui crie. Dieu est une femme. Pourtant, des figures divines féminines, on en a vu passer des centaines. Isis, la souveraine des dieux, Artémis, la chasseresse indomptable, Athéna, la stratège invincible, Déméter, déesse mère ou encore Héra, déesse du mariage et surtout reine des cieux. Autant de rôles, autant de bravoures qu'ont en commun toutes les femmes. Des femmes fortes qui ont tenté de faire entendre la raison à un peuple qui les reniait, il y en a eu des milliers. Jeanne d'Arc, trahie, jugée puis brûlée vive sur le bûcher rouennais. Olympe de Gouges, guillotinée pour avoir osé réclamer l'égalité. Massa Amini, assassinée par la police des mœurs iraniennes pour un port du voile non convenable. À chaque époque, à chaque combat, une femme s'est levée. À chaque révolte, une voix s'est élevée. Pourtant, toutes ces femmes ont pardonné, comme Dieu. Responsable de leur miséricorde, ils l'étaient. La miséricorde, elles leur ont accordé. Elles ont fait de leur combat une flamme qu'avait allumée Jeanne d'Arc, une flamme qui éclaire encore notre présent. Car si elles ont souffert hier, c'est pour que l'on puisse exister aujourd'hui. Et pourtant, la femme est omniprésente et invisible, comme Dieu. Dans notre société, la femme est celle qui fait, qui organise, qui soutient, qui sacrifie, qui gère le foyer, qui élève les enfants et qui garde le sourire. Elle est là, partout. Ne serait-ce pas là la définition parfaite du divin? Une présence essentielle, évidente, mais qu'on oublie de remercier. Les hommes s'adressent à Dieu lorsqu'ils sont aux proies au désespoir. Mais n'est-ce pas précisément ce qu'ils font lorsqu'ils se confient à leur femme le soir? Qui planifie les cadeaux de Noël bien avant l'hiver? Qui doit calmer Gérard dans sa crise de quarantaine? Qui pense à préparer la tarte au sucre pour le dîner chez la belle-mère? Qui? Maman, tata, mamie, secrétaire, à chaque fois, c'est pour les femmes qu'il reste à faire. Rien ne nous résiste. Et pourtant, on attend d'elles qu'elles encaissent, qu'elles sourient, qu'elles avancent. Mais à quel prix? Car constamment, la femme souffre et se sacrifie, comme Dieu. Préjugés persistants, féminicides déchirants, viols accablants. Stop! Ça ne s'arrête pas. Les traumatismes de ma vie, ce n'était pourtant pas ce à quoi elles étaient préparées. Il semblerait bien que le seul pouvoir dont la femme ne dispose pas encore est celui de son propre corps. Mais elle se libère de ses chaînes, les chaînes de la société, car Dieu n'abandonne jamais, comme la femme, car il le faut, car abandonner un peuple qui n'attend que d'être sauvé semble illusoire. Alors, elle se relève le plus vite possible, mieux c'est, en faire taire ceux qui n'ont pas cru en elle, en faire trembler ceux qui l'ont opprimée, en faire rêver celles qui souhaitent marcher dans ses pas, en faire d'elle une héroïne dont le destin tragique est de tomber aux oubliettes. Dire que Dieu n'est pas une femme, c'est refuser de voir en elle la douceur et les sacrifices, la sagesse née du silence et la tempête née de l'injustice. Peut-être que
La vraie question n'est pas de savoir si Dieu est une femme, mais pourquoi refuserait-on qu'il en soit une? Pourquoi nier à la femme la puissance qu'on attribue au divin? Pourquoi lui refuser le rôle de créatrice quand c'est elle qui donne la vie? Pourquoi la voir comme un miracle sans jamais la nommer comme telle? Dieu est peut-être une femme qui ne réclame ni trône, ni couronne, mais qui règne pourtant chaque instant. Une femme qui n'attend pas qu'on la nomme pour exister, non, parce qu'elle est là, partout, toujours. Ainsi, je dirais que si Dieu était une femme, peut-être est-elle en chacune d'entre nous. C'est un chiffon. C'est un plumeau, c'est une balayette. Que dis-je, une balayette? C'est un balai? Si une place m'avait été attribuée à l'église, c'est un balai qu'il me faudrait pour enlever toute la poussière qui se trouverait actuellement sur ma place. Non pas par manque d'intérêt ou par négligence, mais parce que je ne fais presque jamais appel à Dieu. Rarement, mais régulièrement. Exactement une fois par mois, quand la mer Rouge s'abat sur moi. Quand la bouillotte et le roulage en boule ne servent plus à rien, alors là, je lui adresse toujours les deux mêmes phrases. Franchement, t'aurais pu me faire un garçon. Aïe, ça fait mal. Tu sais ce que ça fait, toi? Mais non. Dieu ne saura jamais ce que ça fait parce que Dieu n'est pas une femme. S'il en était une, il ne le ferait pas. Ce sprint quotidien qui chaque jour se refera, où nous devons nous élancer à l'aube à peine éveillés, dribbler les obstacles, ramer pour exister. Nous boxons le silence, esquivons les regards. Sur le tatami de la société, luttons dans le noir. Nous soufflons sous le poids des rôles imposés, mais c'est à d'autres que l'on remet les lauriers. Nous jouons notre ego et battons des records, mais aux Jeux olympiques de la vie, notre médaille n'est qu'un mirage d'or. Y aurait-il des filles qui naissent dans des pays sexistes, des femmes brisées par le silence, car aucune voix et aucune loi n'existe? Aurais-je des parents qui pensent qu'une fille ne doit pas faire d'études? Y aurait-il des femmes qui se laissent frapper par habitude? Aurais-je toujours un obstacle quand j'essaierais d'être moi? Y aura-t-il toujours des négociations de salaire pour les nouveaux emplois? Y aurait-il tout cela, ne serait-ce que si Dieu savait ce que c'était qu'être une femme? C'est comme si nos vies étaient un plateau de Monopoly. Dieu manipule les dés. Les femmes tombent toujours sur Trouville, tandis que les hommes sur la rue de la Paix. Ah, la vie paisible et possible, où les choix ne sont pas limités par des règles imposées. Un périple au pain béni, accompagné d'un caprice des dieux, difficile à avaler et encore moins à mon goût. Alors oui, certes, Dieu possède des qualités souvent attribuées à une femme. Aimer, protéger, apaiser, guider, écouter, pardonner. Mais les hommes ne peuvent-ils pas faire pareil? Messieurs, si vous ne vous êtes pas reconnus dans la liste que je viens de faire, il serait temps d'aller consulter. Grammaticalement, oui, Dieu est du genre masculin, mais tout comme en société, être du genre masculin ne veut pas dire être un homme. Bref, dans les religions monothéistes, on a voulu donner un genre à Dieu. Un jour, quelqu'un a dit « Dieu est un homme ». C'était un homme avec un petit H. Il voulait prouver sa supériorité, asseoir sa légitimité. Personne n'a trop réfléchi. Tout le monde a dit « OK ». Sauf que Dieu, à la base, c'est l'infini, l'immatériel. Le truc qu'on ne peut pas voir, toucher ou sentir. Mais les hommes n'aiment pas les trucs flous. Mais les hommes aiment bien mettre des étiquettes. Ils aiment ranger, classer, organiser. Alors ils ont dit « Dieu est un homme ». Dans la Bible, il est le Père. Dans le Coran, le Tout-Puissant. Dans l'histoire, il est toujours en haut du tableau. On n'a pas trop réfléchi. On a dit « c'est beau ». On a inventé le paradis pour empêcher ceux qui ne se sentaient pas représentés de s'exprimer. Personne n'a trop réfléchi. Personne n'en a parlé. Dans les livres, dans l'art, dans la religion, c'est un fait. Dieu, c'est un mec. Sauf que si Dieu façonne l'homme à son image, ce n'est pas
Si Dieu façonne l'homme à son image, ce n'est pas l'homme qui façonne Dieu. Sinon, Dieu ne serait plus qu'un reflet de l'humanité. Et vu l'état du miroir, on est mal barré. Moi, je me dis que Dieu m'a fait à son image. Il doit être sacrément bien fait. Vous qui avez été pour la plupart façonnés avant moi, ne soyez pas vexés. Il faut toujours plusieurs brouillons avant les chefs-d'œuvre dans les musées. Bref, on a essayé de nous faire croire que Dieu était un homme. Alors être homme ou ne pas être n'est plus la question. Qui est Dieu? Selon moi, il est la note silencieuse qui unit toutes les musiques, l'horizon qui embrasse le jour et la nuit sans jamais appartenir ni à l'un ni à l'autre. Il est un flambeau qui brûle au-delà des sexes, au-delà des corps. Il est l'océan sans rivage, le vent sans visage, l'étoile atteinte par aucune boussole, le mystère sans fin qui jamais ne s'immole. Lui attribuer un genre, c'est tenter d'enfermer l'indicible et l'invisible dans les prisons du langage. Il est au-delà des catégories de l'existence et des limites humaines. Il est l'acte pur, immuable, insaisissable, qui n'est pas responsable des actions de ses enfants. Il n'est ce qu'aucun mot ne peut contenir, ce qu'aucune main ne peut sculpter. Il est, tout simplement. Merci à Angela et Solène pour leur prestation. Sur le sujet « Toutes les femmes sont-elles fatales ?», à la positive, Clara Casanave, à la négative, Valentine Barnakian. Existe-t-il plus grand mystère que celui de la femme? À la fois muse et combat, main tendue et main de fer, douceur et défi, elle incarne un paradoxe vivant. L'origine de la vie et la puissance qui peut tout mettre à bas. Et c'est de cette dualité que naît son caractère fatal. Dans l'imaginaire collectif et culturel, une femme fatale prend une dimension fascinante et charismatique. De Cléopâtre aux icônes de cinéma, elle séduit, envoûte et exerce une force indomptable, parfois destructrice. Ici, fatale ne signifie pas seulement inéluctable, mais également irrésistible tant par sa puissance que par son pouvoir. Ainsi, être fatale, c'est être à la croisée du charme et du danger, du pouvoir et du destin, du désir et de l'inévitable. C'est une notion qui oscille entre fascination et tragédie, entre l'incontournable et l'indomptable. Une idée qui, selon l'angle sous laquelle on observe, peut être une force absolue ou bien une malédiction. Mais soyons honnêtes, est-ce que toutes les femmes sont fatales? Je vous vois hésiter. Vous pensez peut-être à cette voisine du dessus qui collectionne les chats, ou bien à cette collègue qui ne sait toujours pas ouvrir un fichier PDF. Pas très fatal, je vous l'accorde. Et pourtant, laissez-moi vous prouver le contraire. Oubliez l'image de la femme mystérieuse en talons aiguilles et lèvres carmin. La femme fatale n'est pas celle qui effraie, mais celle qui ne tremble pas. C'est celle qui s'est affranchie du regard et du jugement, celle qui choisit, ose, assume ses désirs, ses rêves et ses imperfections. Parfois, une femme fatale porte simplement un sweat trop grand et un regard déterminé. C'est cette professeure d'histoire qui vous a fait aimer la féodalité, c'est cette amie qui ose dire non sans baisser le regard, c'est cette grand-mère qui envoie tout valser d'un « je n'ai plus le temps pour ces conneries ». Ce sont vous, mesdames les membres du jury, vous, mesdames les organisatrices, ce sont nous qui montons aujourd'hui sur cette scène pour que les voix des femmes soient entendues. Une femme fatale n'est pas une héroïne de film noir, c'est une femme qui a cessé d'attendre la permission pour exister. Les femmes sont fatales car elles transforment, fatales car elles refusent que l'on décide pour elles, fatales car elles ne cherchent plus à plaire, mais à être. Et ce pouvoir, ce magnétisme, il n'a pas besoin de robes fourreaux ou de regards perçants. Il se niche dans la confiance d'une femme qui sait qu'elle n'a rien à prouver, si ce n'est à elle-même. Je sens que je suis peut-être bien à 2 doigts de vous convaincre. Mais voyez-vous, ces 2 doigts, ils ont entraîné une autre forme de fatalité dans ma vie.
Ces 2 doigts sont ceux qui pincent ma peau devant le miroir en espérant y voir disparaître ce qui me pèse. Ces 2 doigts sont ceux qui tirent la balance avant qu'elle n'affiche un verdict fatal. Ces 2 doigts sont ceux qui, nichés au fond de ma gorge, venaient effacer un repas dans un moment de panique. Car oui, moi aussi, je suis une femme fatale, mais parfois uniquement pour moi-même. Ironique, non, à force de vouloir s'émanciper du regard des autres, on finit par devenir esclave d'un combat invisible. Une femme peut être fatale parce qu'elle est son pire ennemi, parce qu'elle se juge, se corrige, se mutile pour correspondre à une image qui ne lui appartient même pas. Une femme peut être fatale parce qu'elle se met en danger pour entrer dans un moule qui ne lui était même pas destiné. Alors, est-ce que toutes les femmes sont fatales? Oui. Fatales pour les clichés qui voudraient les enfermer dans un rôle, fatales aussi parfois pour elles-mêmes lorsqu'elles se battent contre un idéal qui les consume. C'est là toute la beauté de la fatalité, une flamme qui peut tout illuminer ou bien ravager. Mais surtout, les femmes sont fatales car elles osent. Fatales Mais surtout, les femmes sont fatales car elles osent, que ce soit sous les feux des projecteurs ou bien dans l'ombre, que ce soit en pleine liberté ou sous la contrainte, toutes laissent une empreinte. Car la fatalité n'est pas forcément un éclat, ça peut être une étincelle, un murmure ou bien une détermination silencieuse qui refuse de s'éteindre. Alors si être fatale, c'est marquer le monde d'une manière ou d'une autre, et si la fatalité se définit comme une force inéluctable, les femmes en sont la plus belle source. Quand on est une femme, on doit faire face à plusieurs choix. Comme si plusieurs scénarios se mettaient sur nos chemins, mais toujours dans l'idée qu'ils sont déjà tracés. Des choix dictés, modelés, imposés, jouir de tout? Impossible. Quand on est une femme, on doit choisir. Choisir le rôle que l'on veut dans la société, savoir si on veut parler ou plutôt se taire. Quand on est une femme, on doit choisir. Et s'il y a bien 2 choses que l'on ne peut pas cumuler, c'est le bonheur et la liberté. Alors, certaines d'entre nous ont choisi de se battre pour la liberté au risque de disparaître sous les coups qui leur sont donnés. On les appelle les femmes fatales. Une expression qui, historiquement, désigne ces femmes qui se sont battues pour renverser l'ordre établi. Lilith, Cléopâtre, Dalila, Mata Hari, des femmes fatales, connues pour leurs actions, pour leur gloire, parce qu'elles ont fait ce choix fatal pour les femmes d'être des symboles. Parce que ce choix, il a un prix, le prix du corps, le cri du cœur. Alors pourquoi vouloir que toutes les femmes payent ce prix? Pourquoi vouloir que nous soyons toutes fatales? Si je donne ma vie pour votre survie, ce n'est pas pour que vous passiez la même chose, c'est pour que vous viviez. Pour que jamais nous n'ayons à refaire ce choix entre bonheur et liberté, entre domination et révolution. Alors ne soyons pas toutes fatales, mais quelques-unes auront ce choix à faire lorsque leurs poings se serreront face à la douleur de leur corps, lorsque leur souffle se coupera à chaque pas. Une femme fatale se réveillera, mais c'est leur choix. Parce qu'il n'est pas donné à toutes les femmes de pouvoir l'être, loin d'un héritage. Nous sommes des femmes, nous choisissons d'être fatales. Encore un choix qui s'offre à nous. Un choix parfois conditionné, parce qu'on s'est abonné à ce que la société finisse par imposer, s'approprier, dévoyer, sexualiser tout ce que la femme veut entreprendre. La femme fatale, aujourd'hui, est résumée à son corps, à des standards de beauté. Elle est passée de brillante à vicieuse, de rusée à vénale. Elle est passée de celle qui fera tomber Rome à celle séductrice aux yeux des hommes. Alors, encore une fois,
Pourquoi vouloir que toutes les femmes soient fatales si même l'expression détruit notre image? La femme fatale d'aujourd'hui n'est plus la nôtre. Et j'aimerais vous faire cette ode à la liberté, mais je serais hypocrite de ne pas dire que si dans certaines parties du monde, se révolter n'est plus synonyme de sacrifice ultime, dans beaucoup d'autres endroits, un mot trop haut, un regard trop bas, une idée trop saine, un amour trop ouf, renvoie à la dernière des sentences. Et puis pourquoi risquer cette sentence? Parce que même dans ces actions communes, la femme n'est pas prise dans son ensemble. On ne peut pas toutes être des femmes fatales parce que certaines seront fatales pour d'autres. Si nous sommes toutes des femmes fatales, assurez-vous que ça concerne la liberté de toutes les femmes et pas seulement celle que vous choisissez. Même la femme fatale ne parvient pas à être universelle parce que finalement, c'est d'être une femme qui nous est fatale. Alors j'aimerais vous demander, si nous sommes toutes des femmes fatales, si tous nos battements de cils sont plus puissants que la marée, si tous nos yeux revolvers perforent vos cœurs et vos mœurs, pourquoi nous sommes encore là? Pensez-vous qu'on serait obligé de manifester pour une journée pour les droits de la femme? Pensez-vous qu'on serait obligé de faire un concours d'éloquence pour les femmes organisé par des femmes? Pensez-vous qu'on se demanderait réellement si on est toutes fatales? Non. La réponse est non. Nous ne sommes pas toutes fatales. Mais si nous avons encore des choix devant nous, c'est parce que pendant que certaines se sont levées pour parler, d'autres ont raconté leur histoire, d'autres ont préservé, d'autres ont continué d'avancer. Alors moi, je me montre pour toutes les fois où j'ai dû me cacher pour survivre. Moi, je marche pour toutes les fois où j'ai dû courir pour survivre. Moi, je parle pour toutes les fois où j'ai dû me taire pour survivre. Je vis pour rendre hommage à notre survie. Merci beaucoup à Clara Cazenave et à Valentine Barnakian. Et maintenant, nous allons entendre Nancy Geffroy à la positive et Lisa Lesage à la négative sur la femme est-elle une louve pour l'homme? Je n'ai pas choisi ce sujet, mais j'ai véritablement cheminé avec lui. Par moments, je me suis sentie extrêmement fière. Et puis, soudain, dans un grand doute. J'ai vécu des extrêmes et j'aimerais vous raconter pourquoi. Mais sachez que je n'avais pas conscience du trésor qu'il me ferait découvrir. De façon pragmatique, pour répondre à une question, j'ouvre le dictionnaire. La louve est la femelle du loup. Le dictionnaire m'apprend aussi que la louve est un outil permettant de lever des pierres de taille et de les mettre à la place qui leur est destinée. La louve serait donc ce principe actif qui met en mouvement le principe passif, la matière inerte et l'élève. Reprenons la question. La femme serait-elle ce principe actif, ce petit truc en plus, indispensable à l'homme? Une force féconde qui lui permettrait de s'élever et d'accomplir sa destinée. Comment pourrais-je ne pas répondre par l'affirmative? Mais puis-je en rester là? Je dois vous avouer que je vous ai caché quelque chose. La louve, dispositif de levage de pierre, ne devient actif que par la force que lui transmet celui qui l'utilise. La louve est un outil inerte par lui-même. Dois-je en déduire que la femme ne serait définie, voire ne serait vivante, que par rapport à la volonté de celui qui la meut? Écoutez ce silence qui glace mon cœur. Mais rappelons-nous qu'il y a le verbe être dans cette question. Être signifie avoir une réalité.
exister, être quelque chose ou rien. Le verbe être m'impose de m'affranchir d'une quelconque dépendance à l'autre. Il m'invite à rechercher en premier lieu mon essence. Qui suis-je? Suis-je une louve? La louve est un animal sauvage. Le sauvage traduit l'état de nature, c'est-à-dire qu'il n'a pas été modifié par l'homme. C'est comme si je devais retrouver ma nature primitive grâce à elle. La femme sauvage et instinctive qui est blottie au fond de moi. Avec elle, je ne peux qu'être rassurée face au voyage qui m'attend. Ma seconde peau, imperceptible à l'œil, est celle d'un animal, au sens aiguisé, d'un courage remarquable et dévoué à l'extrême au sien. Et je sais qu'elle est plus que dévouée. Elle est une partie de moi-même. Je pars donc à la recherche de cette nature intrinsèque et viscérale qui m'est si chère et que j'avais pourtant presque oubliée, rendue invisible par l'éducation, le conformisme et la bienséance. Cependant, je ne peux en vouloir à tout ce que j'ai reçu. C'est peut-être maintenant le temps pour moi d'accepter de mettre en jeu les couches les plus profondes de ma personnalité, de leur laisser prendre à leur tour le chemin du dehors et de rétablir ce lien à l'intime. Dans ce voyage, je ne suis pas seule. Je suis animal louve. J'ai découvert ce pouvoir générateur d'une force intrinsèque, capable de soulever ce qui m'apparaît impossible. Car l'outil louve, force décuplante, fait aussi partie de mon intime. À cette étape, je me dois d'être honnête. Dans la question qui m'a été posée, le verbe être n'est pas seul. Il s'agit d'être pour. Être pour peut se comprendre comme vouloir. Maintenant que la femme sait qu'elle est louve par et pour elle-même, la femme veut-elle aussi être une louve pour l'homme? Je vous répondrai simplement. D'abord, qu'on ne peut renier sa nature. Être louve m'a appris à accepter les épreuves et à remporter les batailles. Être louve, c'est troquer sa naïveté pour la clairvoyance. C'est laisser grandir une part intime de soi, cette petite ombre qui marche dans vos pas, jusqu'à ce qu'elle devienne votre seconde peau. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elle est destinée à être seule. Les loups savent ce qu'être ensemble signifie. Je crois qu'on peut leur reconnaître loyauté, confiance, dévotion à l'autre, malgré la rudesse de leur expérience. Alors oui, non seulement je suis louve, et s'il y a vraiment un petit brin d'amour dans l'air, je veux bien d'être louve pour l'homme. Merci. Ce que vous venez d'entendre, c'est un silence de mort. Isabelle, Sandy, Louise, Nasrine, Sonia, Géraldine, Maëva, Élise, Laurie, Elena, Gaëlle, une autre femme, une autre femme, une autre femme, et 8 autres encore sont mortes sous les coups d'un homme depuis le début de l'année 2025. Des noms si familiers qui sont tombés sous les crocs d'un loup affamé. Des Isabelle, Sandy, Louise, Nasrine, Sonia, Maëva, Élise, Laurie, Elena, il y en a eu 136 en 2023 et 139 en 2024. Bien plus nombreuses que les victimes du légendaire loup du Gévaudan, l'homme solitaire la somme simplement parce qu'elle était une femme. Il n'y a aucun doute. L'homme est un loup pour l'homme et bien plus souvent, un loup pour la femme. Mais la femme, elle, n'est pas un animal. Elle est une victime. Il est grand temps de rallumer les consciences et d'abattre votre fable provocatrice. Dans les récits de notre enfance, ce n'est pas elle, la prédatrice.
Et puis, soyons honnêtes, le seul loup au féminin dans cette salle, c'est vous, loup de Rouen. Chère loup, très chère femme du jury, chère famille, voix d'oratrice, être louve envers un homme implique une idée de sauvagerie, de barbarie, de cruauté, de férocité. Mais La femme dangereuse, c'est une fiction, un film réalisé par Raoul Walsh. La réalité, c'est celle du petit chaperon rouge. La fille marche seule, elle est suivie, guettée, sifflée pour les plus courageux, et lorsqu'elle se croit en sécurité, le loup bondit. Il a ses yeux revolver, et ce n'est pas elle qui a tiré la première. C'est lui qui l'a touchée, c'est foutu. Alors pour vous, j'ai réalisé un petit test digne de l'Institut Pasteur. Un test pour vous prouver qu'elle n'est pas une louve pour l'homme. À l'aide de mes gros bras, j'ai tapé une femme sur Google. Et je n'ai pas trouvé la femme dangereuse, criminelle. Non, je suis tombée sur la femme de ménage. Je doute que mon Swiffer ou mon monsieur propre suffisent à effrayer les hommes sales. Puis, j'ai tapé un homme. Mais cette fois, l'expérience a tourné au vinaigre. Le web m'a suggéré l'homme qui en savait trop, l'homme est le chef de la femme, l'homme est un loup pour l'homme. Le résultat est sans appel, selon le net, aucune louve, que des femmes à la cuisine. Elle est véritablement inoffensive pour l'homme. Amélie Poulain consacre sa vie à faire le bien. Marie Curie révolutionne la chimie pour sauver des vies. Simone veille à la liberté corporelle. Gabrielle libère les femmes de leur corset. Et puis elles, au pluriel, ont créé Voix d'oratrice. Les femmes ne sont pas des louves pour l'homme. Et c'est même un comble que les sages femmes mettent au monde de grands méchants loups. Nancy, j'ai moi aussi ouvert mon dictionnaire. Dans la Rome antique, être une louve pour l'homme, c'était être sa prostituée. La louve de Zola, c'est une bête de plaisir sexuel pour la meute. Les femmes seraient toutes issues de la même portée pour exciter le loup au point de lui en faire dresser la queue. Loupée, elle est si fragile d'être une femme libérée. Tu sais, ce n'est pas si facile de la catégoriser comme une simple prostituée ou comme un simple outil. Amara, dans l'antre des louves, incarne bien plus que le plus vieux métier du monde. Elle est la femme forte, courageuse, qui sort des griffes du loup Félix. Non, les femmes n'existent pas que pour enchaîner les hommes à la queue leu-leu. Chère Nancy, il n'y a qu'un seul point commun entre la louve et la femme, leur cri dans la nuit. Hurler pour se faire entendre. Car toutes les 2 minutes 30, une femme crie « Au loup !» parce qu'un homme a une faim de loup à son égard. Toutes les 2 minutes 30, il saute sa proie sans consentement. Et si, par malheur, elle se désaltère au bord de la fontaine du bar, il ne laisse aucune chance à ce petit agneau. La réalité, c'est des hommes incarcérés pour avoir pénétré la maison de paille de la femme. Mesdames du jury, chères femmes chéries, il est grand temps de rallumer les consciences, d'éteindre ces silences de mort. Il est grand temps de tendre l'oreille à celles qu'on a réduites au silence, à celles qui n'ont pas pu dire non. Contrairement à ce que dit votre fable, la femme n'est pas une louve pour l'homme, elle en est sa proie. Aujourd'hui, on ne naît pas femme, on en meurt. Merci à toutes, bravo à toutes. Vous pouvez être très fiers de vous. Et je vais demander à tout le monde de faire un tonnerre d'applaudissements pour les 8 finalistes. Et nous allons désormais laisser la parole à nos 2 intervenants, Lou de Rouen et Pierre Foury. Lou de Rouen.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, vraiment, j'ai été époustouflée par vos discours. Enfin, vraiment, là, du coup, je viens de les écouter. Euh, C'était extrêmement touchant et je pense que pour toutes les femmes qui étaient dans la salle, ça nous a redonné un peu de poigne, quoi. Enfin, on a eu envie de se dire, ah, moi aussi, j'ai envie d'être sur scène et de faire un discours. Donc, vraiment, merci, mesdames, parce que c'était fantastique. J'ai été extrêmement conquise par vous qui en plus venez, je pense, d'horizons totalement différents, qui avaient des âges totalement différents. Donc c'était beau de voir des discours aussi authentiques, aussi engagés, aussi poétiques, humoristiques aussi pour certaines. Vous nous avez fait rire et sourire et ça nous a fait réfléchir. Voilà, ces discours nous ont fait réfléchir et c'est extrêmement plaisant d'écouter ce type de discours qui nous font méditer sur ce qui se passe dans notre société, qui nous font aussi nous poser des questions sur comment nous, on agit, comment nous, on se sent, comment nous, on se positionne dans notre société. Donc, un grand bravo à vous. Vraiment, j'ai été assez impressionnée. Et je suis très honorée d'être là ce soir parce que c'est le premier concours exclusivement réservé aux femmes auquel j'assiste. Donc c'est un grand honneur et félicitations mesdames pour cette très belle initiative. Vraiment, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est super. Et moi, je suis très fière d'être là aussi parce que c'est une manière de continuer ce combat de promouvoir la parole des femmes, de promouvoir l'émancipation des femmes par la prise de parole en public. Parce que la parole, aujourd'hui dans notre société, c'est une arme. Maîtriser les mots, savoir écouter, savoir captiver, c'est un moyen de se faire entendre. Et si demain, on a envie de tendre vers une réelle égalité homme-femme, pas celle à laquelle on nous fait croire aujourd'hui, il faut maîtriser cette parole. Il faut maîtriser le discours pour que, enfin, les hommes et les femmes soient autant pris au sérieux. Mais vraiment. Et ça, passer justement par ce type d'initiative, c'est grâce à des associations comme Voix d'Oratrice qu'on va pouvoir tendre vers cette vraie égalité. Donc, bravo, vraiment bravo. Et puis bravo à vous aussi encore parce que vous avez réussi à braver cette peur. Et ça, c'est monter sur scène, il faut du courage. Vous avez aussi bravé ce regard, cette peur, je pense, du jugement d'autrui, parce que ça fait peur. Mais c'est top parce que ce soir, vous avez balayé toutes ces craintes. Et ces craintes, faut plus qu'elles reviennent. Ces craintes, faut les envoyer très, 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 très loin. Et il faut rester forte et courageuse comme vous l'avez été ce soir. Et parce que je pense que vous avez inspiré beaucoup de femmes dans la salle, donc qu'elles soient plus âgées, plus jeunes. Parce que, mesdames, il est jamais trop tard et jamais trop tôt pour vous lancer dans cette expérience qui est la prise de parole en public. Et quand on y a goûté, je pense qu'en réalité, on ne veut plus la lâcher. Enfin, je pense que vous ressentez un peu ça. On s'y accroche et on a envie de continuer ces expériences qui sont fabuleuses. Et moi, ce soir, j'ai envie de vous partager un écrit que j'ai réalisé il y a maintenant 1 an. C'est un extrait, c'est une reprise au féminin de Tu seras un homme, mon fils de Kipling. Je ne sais pas si certains connaissent. Voilà, en fait, j'étais assez énervée qu'il n'y ait pas de version féminine de ce poème. Donc, je me suis dit, bah tiens, Lou, tu vas en écrire une au féminin. Donc, c'est pas du Kipling, hein, c'est du Loup de Rouen, c'est pas pareil, mais on verra ce que ça donne. Si tu sais être serviable sans être soumise, donner sans recevoir te suffise, et être attentionné sans attendre réciprocité, sans jamais te délaisser. Si tu sais rire, danser, festoyer et chanter, sans y consacrer toutes tes soirées, et ne pas abuser de ces excès de folie, sans jamais louer la mélancolie. Si tu peux accepter le jugement des vautours, sans qu'ils t'atteignent et te fassent souffrir, si tu peux passer outre les critiques sans en faire à ton tour, sans gémir et sans assoupir. Si tu peux être aimante sans être dépendante, si tu peux aimer sans être aveuglée, et sans jamais t'oublier au moindre détour, tout en restant tendre et rempli d'amour. Si tu sais être belle sans t'en contenter, assumer tes formes et tes traits, écouter tes doutes sans qu'aucun d'eux ne t'envoûte, douter sans jamais te rabaisser. Si tu peux être assurée sans être pédante, si tu sais être ambitieuse sans être envieuse, rêver sans jamais te censurer, sans pour autant devenir prétentieuse, alors la gloire, la chance, l'intelligence et l'harmonie transcenderont votre âme, madame,
Tu seras une femme, ma fille. Merci beaucoup. Et je vais maintenant laisser la parole à Pierre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes surtout évidemment. Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas une femme. Et j'ai un vrai sentiment d'illégitimité pour être ici parce que c'est votre jour. Alors je tâcherai d'être bref, mais je crois justement, et je pense que c'est l'esprit de l'invitation, à un féminisme qui n'est pas exclusif, qui inclut tout le monde. En fait, c'est un projet de société. Et donc évidemment, tout le monde a à être concerné. Malgré tout, je serai bref, c'est votre journée. Évidemment, j'aurai un propos qui sera un peu moins peut-être poétique que Lou, mais j'espère qu'il sera tout autant politique parce qu'on a vécu un très bon moment grâce à elle. Je ne vais pas prétendre savoir ce que c'est que d'être une femme, je ne le sais pas. J'ai pas envie d'expliquer la vie à celle qui la donne. Mais depuis 2 ans, je suis investi dans ce monde-là des concours d'éloquence, j'ai créé le mien, et donc j'ai pu faire des observations sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a moins de femmes dans les concours d'éloquence? Pourquoi est-ce qu'il y a des concours, Lou, on en a vu, où il y a uniquement des hommes, parfois 10 hommes, parfois 15 hommes et aucune femme? Pourquoi, au fond, ce sentiment d'illégitimité? Pourquoi est-ce que les femmes n'arrivent pas, ou pourquoi est-ce qu'on les empêche, en fait, de prendre autant la parole? Qu'est-ce qui pose problème? Le sentiment dont je parlais à l'instant, l'illégitimité, il n'est pas exclusif aux femmes. On peut le vivre, quelle que soit sa condition. Je pense qu'il est plus vrai, plus profond chez beaucoup de femmes. À une très moindre mesure, moi, j'ai pu le vivre parce que j'ai une vision de la prise de parole et une manière de m'exprimer dans des concours qui est plutôt une manière de faire qui est très sensible, qui est très axée sur la vulnérabilité. Et dans un imaginaire commun, la vulnérabilité, pour le dire comme le diraient des détracteurs, c'est un truc de gonzesse. J'y crois évidemment pas. Je crois à une parole vulnérable, qui est une parole sincère. Je crois que c'est le devoir d'un homme aussi que d'assumer sa part de fragilité. Mais donc, j'ai vécu ce sentiment-là où on me dit, tu n'as pas le droit d'être ceci, à une échelle qui est évidemment moindre. Et derrière cette injonction, il y avait une autre injonction qui est en fait, tu n'as pas le droit d'être toi. Et de ce que j'ai pu voir dans les concours d'éloquence, c'est ça l'injonction qui est faite aux femmes. Parce qu'il y a des hommes qui vous jugent et qui vous empêchent d'être vous. On disait l'homme est un loup pour l'homme, parfois il est un relou pour les femmes. Et c'est ça qui est terrible, je crois, dans la parole des femmes, c'est que une belle parole, on l'a vu à l'instant avec les 8 oratrices, une parole éloquente, une parole juste, une parole vibrante, c'est une parole qui donne de soi. C'est une parole qui est sincère et souvent on empêche aux femmes d'être sincères. Parler quelque part, c'est toujours parler de soi. C'est toujours donner de soi. Et c'est ça qui fait peur d'ailleurs dans la parole, c'est que derrière le discours, c'est soi qui est jugé. Il y avait une étude il y a quelques années qui montrait que la peur de la prise de parole chez les femmes en France, c'était la deuxième pire peur, derrière la peur de la mort. C'est dire l'enjeu qu'il y a, parce qu'il y a un risque, peut-être fantasmé, mais de mort sociale. On se dit quand on est une femme, je relate les propos qui m'ont été donnés, on a peur d'être jugé, on est jugé en fait, quoi qu'on fasse. Parce que quand on parle, il y a comme une loupe, quand on est un homme, un télescope, quand on est une femme, qui est posée sur nous, qui observe chacun de nos défauts, et on est soumise à des injonctions contradictoires. Une femme, on dit qu'elle doit être drôle, mais si elle est trop drôle, on dira qu'elle est vulgaire. Elle doit être sensible, mais si elle est trop sensible, on dira qu'elle est fragile. On dit qu'elle doit s'affirmer, mais si elle s'affirme trop, c'est une grande gueule. On dit qu'elle doit être intelligente, mais peut-être chiante. Elle doit être belle, mais surtout pas charmeuse ou séductrice. Elle doit être droite, mais pas rigide, encore moins frigide. Bref. De ce que j'ai vu, mesdames, on vous empêche d'être vous-même quand la parole éloquente est une parole qui suppose d'être soi. En vous volant la parole, on vous refuse aussi le droit à l'identité. Alors que parler, c'est ça, c'est se mettre à nu sans enlever ses vêtements, c'est montrer une différence en espérant que personne n'y soit indifférent. La parole, c'est une quête de soi, c'est par le langage que je mets des mots, des phrases sur mes certitudes, sur mes émotions, sur mes convictions. On a vu des convictions, on a vu des sentiments, on a vu des émotions. C'est une quête, c'est une conquête aussi. Une conquête face aux cons et leur combat de quéquette. Une conquête politique, une conquête sociale, une conquête des droits, une conquête face à l'effroi. Et c'est à ça que servent des événements comme celui-ci. C'est pour ça qu'il faut remercier toutes celles qui ont contribué. J'ai pu parler à Louise et Lou Salomé, il y en a d'autres, je sais. Toutes celles qui y ont participé, j'aimerais qu'on les applaudisse aussi. C'est une conquête de soi, une conquête du grand soir. Ce qui se joue derrière la parole, c'est votre droit à imposer aussi votre vision du monde, c'est votre droit à être vous-même.
Et je disais tout à l'heure que parler quand on est une femme, j'ai l'impression parfois c'est laisser l'autre avoir une sorte de télescope qui nous scrute. La bonne nouvelle, c'est aussi que c'est avec les télescopes qu'on observe les étoiles. Et mesdames, ce soir, vous avez brillé, donc une nouvelle fois, bravo. Merci à tous, merci à toutes pour vos fabuleuses prises de parole. Et on va vous laisser digérer un petit peu tous ces mots pendant quelques minutes, le temps que le jury délibère. Et puis on reprend ensuite. À tout de suite. Alors, on va procéder à la remise des prix. Les jurys ont délibéré, se sont mis d'accord et ont quand même constaté un niveau très homogène, très harmonisé et très élevé chez toutes les finalistes. Donc, on est ravis et on va vous demander de les applaudir une dernière fois pour le courage qu'elles ont eu. Donc, on va procéder à la remise des prix d'abord dans la catégorie moins de 24 ans, puis plus de 24 ans. Et on va commencer par le 4e prix. On appellera donc chaque finaliste à venir sur scène pour lui remettre le prix et faire une photo avec nous. La classe. Donc, on va commencer avec le 4e prix dans la catégorie moins de 24 ans. Et ce prix a été remis à Angela Quentin. Attendez. Ok. C'est à toi ça. Le 3e prix dans la catégorie moins de 24 ans est attribué à Marion Hilaire. Le 2e prix est attribué à Leila Iash. Aïch. Pardon, Aïch. Et le 1er prix est attribué à Solène Pifto. On va maintenant passer à la catégorie des plus de 24 ans. Pour le 4e prix, Valentine Barnakian. Pour le 3e prix, Nancy Geffroy.
Le deuxième prix est décerné à Clara Casanave. Et sans suspense, le premier prix est délivré à Lisa Lesage. Bravo. En tout cas, on tenait à vous remercier tous pour votre présence ce soir, pour votre soutien, votre bienveillance aussi. C'est ce qui nous a porté, nous, lors de la création de ce projet, enfin de ce concours, qui n'est plus un projet. Et vous avez tous contribué à rendre cette soirée incroyable et remarquable. On voulait remercier également Brigitte Froment, donc, qui a accompagné les candidates, les finalistes tout au long de cette aventure, à l'occasion donc de 2 formations en éloquence. Et les retours ont été très positifs. Tout le monde a beaucoup progressé. Donc, merci Brigitte. Nous remercions également tous les membres du jury, les intervenants pour votre présence et pour avoir délibéré de telle façon. Et enfin, toutes les personnes de l'Institut Pasteur, donc je pense notamment à Feriel, Morgane, Mariana, qui ont étroitement collaboré à l'organisation de ce concours, et aux mécènes également qui ont soutenu financièrement ce concours et qui ont permis de remettre de tels prix. Merci à tous.